Cet endroit vous est présenté par 1-855-MAître. Vos intérêts défendus d'une main de maître. Règles, lois, recours. Enfin, un balado juridique simple à comprendre. Cet endroit avec Maître Sophie Mongeon. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado juridique C'est ton droit. C'est un balado interactif où on parle de toutes sortes de choses qui vous concernent, que ce soit du droit du logement, droit de la famille, droit du travail, que ce soit du harcèlement, dans le fond, tous les besoins des citoyens envers les organismes publics, ou les assurances privées ou même votre employeur. Donc, l'objectif, c'est de vous permettre d'en apprendre un peu plus et d'échanger avec nous. C'est toujours la même formule. Il y a une petite section au départ là, qui est un témoignage où vous pouvez venir poser vos questions si vous êtes dans le live TikTok, parce qu'effectivement, on est en direct sur la plateforme TikTok les lundis soirs de 19h30 à 20h30. Donc, vous pouvez venir poser vos questions pendant le témoignage. Et à la fin, il y a toujours une partie une période de questions où effectivement, on échange là, sur le droit du logement ou toute autre question pertinente. Là, c'est un peu comme une période libre également. Ce soir, je suis accompagnée par Maître Maxime Miranda qui était là la semaine passée lors de notre balado sur le droit du logement. On a donné la parole à une locataire. Mais vous avez été plusieurs propriétaires à me dire, ben écoute, nous autres aussi, Sophie, on vit un calvaire puis que c'est difficile. Puis vous avez raison. Donc, c'est pas une question d'être propriétaire contre locataire, c'est de permettre à tout le monde d'expliquer ce qui se passe et de comprendre leurs droits en fonction que tu sois un locataire ou un propriétaire. Donc, chacun peut vivre quand même là, des situations qui sont considérées injustes. Donc, ce soir, on change de perspective. Donc, ce soir, on reçoit Mme Métaux, qui est une propriétaire, qui a vécu une situation extrêmement éprouvante. Je suis contente qu'elle est venue partager son expérience, parce que vous le savez, parfois, on pense que propriétaire équivaut à richesse, équivaut à un genre de je m'en fous, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, je pense que d'autres propriétaires vont se reconnaître dans ce qui va être discuté ce soir, et en tant que locataire, bien, vous aussi, vous pouvez être sensibilisé à la situation de certains propriétaires. Donc, de part et d'autre, c'est le temps que chacun connaisse et comprenne c'est quoi leurs droits. Donc, sans plus tarder, on va débuter aujourd'hui. Puis, si vous vous retrouvez là-dedans, participez et puis on va essayer de vous éclairer le plus possible. Donc, sans plus tarder, on va commencer on va inviter Mme Méthode à nous raconter un peu qu'est-ce qui s'était passé malheureusement dans son bloc, qu'est-ce qu'elle a vécu et comment finalement elle s'en est sortie. Donc, sans plus tarder, on commence. Bonjour, Cathy Métaux. Comment allez-vous? Bonjour, Sophie. Ça va très bien, merci. Oui, on se connaît depuis un petit bout de temps. Oui. Puis quand j'ai interpellé les gens pour avoir un témoignage propriétaire, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont contacté, plus que je pensais. Mais toi, ta situation m'a quand même un peu... comment je pourrais dire, attirer un peu plus parce que ça t'a coûté une fortune. Puis en plus, on a quand même eu des vidéos de cette locataire-là qu'elle mettait elle-même sur TikTok. Oui. Fait que pour commencer, j'aimerais savoir, depuis quand tu es propriétaire? En fait, nous, on a fait l'achat de cet immeuble-là. C'est un quadruplex là, au début 2022. Donc, on se souvient bien, là, 2022, on était quand même en mode COVID encore. Et l'intention, en fait, derrière tout ça est très simple. Là. Moi et mon conjoint, on a 4 enfants. Donc, on s'est dit, on va essayer de solidifier un petit peu là, nos investissements. Donc, on s'est dit, pourquoi pas dans le locatif. Donc, c'était ça notre objectif. On a vu un quadruplex qui se situait à peu près 35-40 minutes de chez nous, qui cadrait dans le budget qu'on regardait. Donc, pour l'achat. Le quadruplex était entièrement loué. C'était important pour nous parce que, on a 4 jeunes enfants. Nous, ça nous prend une maison. C'était pas... il fallait que ce soit loué. Donc, voilà. Et puis, dans un de ces appartements-là qui est techniquement un 3,5, on avait une locataire qui était là, qui avait toujours bien payé son loyer. Un loyer qui, certes, était très bas, mais C'était combien votre loyer à cette époque-là? En dessous des 500 $ par mois pour un 3,5. Pour un 3,5. Dans quel coin vous êtes, à peu près dans la région? Dans l'Anaudière. Dans l'Anaudière. Haute-Lanaudière. Donc, c'est sûr que les logements sont un petit peu moins dispendieux, mais quand même, c'était un prix raisonnable. Oui, c'est dérisoire, en fait. Là, même à ce moment-là, le marché était beaucoup plus élevé que ça. Après, nous, l'idée, c'était pas du tout d'augmenter, à part ce qu'on a le droit de faire. Parce qu'on se le cachera pas, quand on achète un immeuble, veut pas, il y a une hypothèque qui vient avec.
avec, mais techniquement, on a le droit de faire des augmentations de loyer. Dans notre cas, à nous... Et tu as la taxe de bienvenue aussi qui te prend au départ en arrivant, là. L'augmentation des assurances, bref, il y a plusieurs dépenses. Mais outre ça, nous, notre objectif n'a jamais été de faire au-dessus de ce que le TAL recommande, clairement. Donc, on a toujours été très, très, on va dire, clean à ce niveau-là. C'est pas... je le répète, c'est un investissement à long terme pour nous. C'est comme ça qu'on voyait ça. Bref, la locataire en question, je le répète, elle payait son loyer à tous les mois, mais dès le début, là, dès les 2 premières années, on avait un problème de communication, très difficile de la rejoindre. La dame était très, très, très craintive. Là, quand je dis craintive, c'est pas forcément de moi ou de mon conjoint, c'est craintive en général. Donc, il y avait ça, elle changeait très régulièrement le numéro de téléphone. La seule façon qu'on avait réellement de la contacter, c'était par courriel. Puis encore une fois, même par courriel, dépendamment si elle avait encore Internet ou pas, bien, ça pouvait causer d'autres délais. Donc, dans les 2 premières années, elle nous a demandé des choses, des fois un peu farfelues. À peu près aux 2 mois, là, elle nous appelait, elle nous disait, elle nous contactait en fait en disant comme quoi qu'il y avait des gens qui s'introduisaient dans son appartement. Donc, nous, on l'invitait évidemment à faire quoi? Contacter la police. Mm-hmm. Donc, s'il y a des méfaits qui se font, si elle se sent en danger, bien, il faut aller dans cet horizon-là. On avait reçu quelques plaintes de locataires, le locataire en dessous notamment, qui nous disait qu'elle criait fort la nuit, elle criait après son fils, donc des choses comme ça. Après, ce sont des petites choses qui, je pense, quand on décide d'acheter un immeuble, bien, on va vivre aussi avec ces situations-là. On était capable de vivre avec ça. Puis est arrivé, là, je me souviens bien, là, c'est à partir d'à peu près décembre 2024, ça a commencé à vraiment dégénérer. Donc là, à ce moment-là, on a réalisé, en fait, que cette locataire-là se filmait étonnamment sur TikTok. Oui, effectivement. Est-ce que vous étiez au courant de ce qu'elle faisait avant les vidéos ou au fur et à mesure? On avait su, pendant les 2 premières années, elle avait abîmé, entre autres, des portes. Et au travers ces portes, en enlevant les portes, en fait, là, elle les remplaçait elle-même. Après, on parle d'une personne qui est dans une situation financière pas facile non plus. Donc, on était conscient qu'elle ne remettait peut-être pas les plus belles portes qui existent. Puis ça, mais oui, ça justement, allait. Sur ceux qui regardent sur YouTube, où vous voyez l'image, vous voyez les trous qu'elle a faits dans les portes. Ouais. Ça, c'est une porte de chambre? C'est quoi? Oui, ça, c'est une porte de chambre. Donc, ça qui est arrivé. Par contre, une chose qui était récurrente là, depuis qu'on avait acheté, elle changeait régulièrement la serrure. Mais là, en changeant tout le temps la serrure, vous comprendrez qu'à un moment donné, à force d'agrandir le trou d'un trou de serrure de porte, là, ça ne marchait plus. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Mais là, à partir de décembre, elle a commencé aussi à nous envoyer des messages qui étaient plus menaçants. On avait beaucoup de plaintes des autres locataires. Donc là, c'était vraiment la nuit. Elle ouvrait les fenêtres, elle criait après les gens qui passaient dans la rue. Bref, ça commençait à être lourd. Et la goutte là, qui a vraiment fait déborder le vase, c'est à partir de juin. Moi, j'étais en vacances à ce moment-là avec ma famille en dehors du pays. Puis... j'ai vu une vidéo circuler qui est celle que vous venez de montrer, là, je pense bien, où est-ce que, justement, là, elle détruit les murs, les portes à coups de marteau, puis elle dit, dans le fond, des choses du genre, l'appartement est hanté, des trucs comme ça. J'ai vu. Il y a quand même plusieurs vidéos sur TikTok. Moi, tu m'en as envoyé 3, 4, oui. Même quasiment 5, où on voit qu'elle fait beaucoup de grabuge, là. Énormément, mais ça a vraiment, là... déboulé. Donc, on commence avec cette vidéo-là que vous venez de présenter. Et là, après ça, donc nous, le temps qu'on revienne évidemment au pays, on a envoyé une mise en demeure et on a fait l'ouverture d'un dossier au TAL. Entre l'ouverture de dossier... Basé sur quoi? Parce qu'elle payait son loyer, si elle je ne me payait, trompe pas. Mais elle détruisait les lieux. Elle détruisait l'immeuble, carrément. Là. Il y avait aussi... Quand on a loué... Pas qu'on a loué, mais quand on a acheté la bâtisse, évidemment, ça vient avec un bail, avec... Des droits acquis, finalement, pour le locataire. Nous, on vivait bien avec ça jusqu'à ce que, encore une fois, ça dégénère. Donc, elle avait droit aux animaux. Quand que nous, on a fait l'achat, elle avait un chat. Et là, dans cette période-là, elle a adopté un husky, un très gros chien. Oui. On s'est retrouvés, à un moment donné, on a réalisé qu'il y avait 8, 9, 10 chats dans l'appartement. Oh, autour de la bâtisse, le chien avait fait des trous énormes. En fait, on se posait vraiment la question de si quelqu'un tombe dans le trou, comme c'est sur notre terrain,
à quel point on a une responsabilité par rapport à ça. On n'a jamais été au fond de cette question-là. Bref, quand on a vu là, les dommages, on a tout de suite fait une demande de recours. Je ne me sais plus comment ça s'appelle, mais au TAL. Ça s'appelle, Maxime, là, quand justement pour que ça l'accélère. Là. La dame, elle payait son loyer, mais ils ont fait une requête là, pour l'expulser pour... Méfait. Une ordonnance? Oui, exactement. Donc, techniquement, c'est quelque chose qui est censé quand même aller rapidement. Donc, on parle à quel moment vous avez... On a fait la demande en juillet-août, le temps de revenir de nos vacances, parce qu'on était, je le répète, à l'extérieur du pays, là, puis sur un autre continent. Donc, clairement, à ce moment-là, c'était peut-être pas pour nous la meilleure des solutions. Mais dès qu'on est revenu, donc on parle de fin juillet, début août, et après ça est venu d'autres vidéos. Donc là, nous, on a envoyé évidemment la mise en demeure, on a fait la demande pour le TAL, pour aller en jugement, pour évidemment la faire expulser de l'appartement. Et entre-temps, ben là, il y a plein d'autres vidéos qui sont sorties, dont, entre autres, où est-ce qu'elle arrache carrément le plancher. Nous, on avait un plancher de vinyle qui avait à peu près 4 ans, qui avait été fait juste avant qu'on achète l'immeuble. Elle a complètement arraché le plancher de vinyle. Elle nommait qu'il y avait de la moisissure, ce qui n'était pas le cas. Il y avait des traces, effectivement, mais il y avait aussi un gros chien et 10 chats qui vivaient. On avait plein de photos. Après, quand on a fini par réussir à rentrer, on a réalisé, en fait, l'ampleur de ce que les animaux avaient fait, outre ce qu'elle avait elle-même fait dans cet appartement-là. Donc, si on regarde la ligne du temps, en juin, vous constatez qu'elle est en train de saccager votre logement. Ah oui, elle avait arraché les portes, toutes les portes d'armoire de la cuisine au grand complet. Le comptoir de la cuisine était fait à neuf. On venait de le faire, ça faisait moins d'1 an. Donc. Juin, on constate, vous faites des démarches juillet-août. Oui. Là, on est en quelle année? 24, 23? Oui, 24. 24, juillet-août, des démarches au TAL. Oui. Et puis par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, elle arrache les planchers. Nous, entre-temps, avec les plaintes de locataires, avec les vidéos qui s'accumulent, évidemment, on est en contact avec, entre autres, les policiers de la ville. On prend aussi des contacts avec les travailleurs de rue, parce qu'on parle d'une personne qui est en situation de crise de santé mentale, qui n'a pas nécessairement les ressources financières non plus. Donc, on veut s'assurer là, qu'il y a toute une équipe autour de ça, parce que, ben, on ne se le cachera pas, là, si on avait eu à l'expulser, ben moi, il n'y a rien qui me nomme non plus que cette dame-là ne se serait pas retrouvée itinérante en avant de la porte. Donc, c'est tout ça qu'on a voulu mettre en place. On a grand cœur dans le sens que ben c'est pas drôle ce qui se passe là. Cette femme-là a besoin d'aide, c'est très clair. Par contre, je suis pas travailleuse sociale, je suis pas médecin, je suis pas avocate non plus. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? À part essayer de sauver, on va dire sauver les meubles, non sauver l'immeuble. C'était vraiment ça. C'est un triplex, hein, c'est ça? Un quadruplex. Un quadruplex. Un quadruplex. Et là, donc c'est ça. Elle continue, là, les gros grabuges. Elle a défoncé le comptoir à coups de marteau. Je ne sais pas si les photos sont là ou pas, là, mais vraiment à coups de marteau, c'est abominable, là, tout ça. La salle de bain, le mur où il y avait la vanité a été complètement arrachée et le mur a été défoncé jusqu'au bim. On voit tous les portants, en fait. La structure de départ. Oui, complètement. Donc, vous constatez ça, clairement, elle fait beaucoup de dommages. Juillet-août, vous saisissez le TAL. Oui. 2024, hein, qu'on a dit. Oui. Et votre temps à la cour est arrivé quand pour vous? Décembre 2024. Donc, juillet, on va dire août, septembre, octobre, novembre. 4 mois. 4 mois. 4 mois à 4 mois et demi. Et ça, c'était censé être un recours rapide. Donc là, effectivement, 4 mois et demi pour saisir la cour, c'est pas si long, mais 4 mois et demi, quand tu as quelqu'un qui détruit l'immeuble, ça aurait pu vraiment mettre notre immeuble, en fait, complètement en danger. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Tu as bien raison. Puis, regarde, les commentaires que j'ai justement dans le chat, c'est incroyable. Oh my God, pourquoi les gens font ça? Amour a dit, est-ce qu'on peut voir les photos? Amour qui est en direct sur TikTok. On va les voir en reprise sur le YouTube de C'est ton droit. Donc, à partir de les vendredis, c'est disponible. Parfait. Donc, effectivement, là, vous êtes allé décembre, vous vous présentez au TAL. Oui, donc on se présente au TAL.
Mon conjoint se présente au TAL et puis on attend toute la journée, ce qui est normal. Je veux dire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va passer dans ces causes-là. Là, on attend. Donc, on est là et finalement, il arrive devant la juge. On est prêt à plaider. On a tout ce qu'il faut là, pour lui démontrer toutes les preuves vidéo. On a plein d'échanges. Vraiment, c'est étoffé comme dossier. Et coup de théâtre, la locataire ne se présente pas, mais ça, on s'y attendait. On savait qu'elle ne le ferait pas. Elle l'avait même nommé sur TikTok qu'elle ne viendrait pas. Donc, on s'y attend. Mais là, coup de théâtre, il y a un avocat qui se présente de l'aide juridique qui n'est pas mandaté par madame. Il était dans la salle? Il était dans la salle. Il a décidé de parler pour elle. La dame en question n'avait pas de dossier qui datait des 7 dernières années. Effectivement, elle habitait déjà là depuis 4 ans. On a parlé là, de soucis de santé mentale dans tout ça. Pour faire un petit anicroche par rapport à ça, on a découvert avec les vidéos TikTok qu'à partir d'un certain moment, elle a décidé d'arrêter sa médication. Étonnamment, ça cadre avec la déchéance qui s'en est poursuivie. Donc, bref, l'avocat prend place et demande à ce qu'il y ait un report d'audience, comme madame n'a pas de dossier actif au TAL ou d'antécédents dans les 7 dernières années. Donc, il demande un report. Je le répète, cet avocat n'est pas mandaté par madame. Madame ne s'est pas présentée et nous avons beaucoup de preuves. Pause. Maxime, justement, si dans ces circonstances-là, la locataire ne s'était pas présentée, puis il n'y avait pas eu un avocat de l'aide juridique qui s'en est mêlé puis qui a fait une demande de remise, est-ce que il y a des bonnes chances que le juge rende une décision tout de même ou aurait quand même reporté pour permettre, s'assurer que la personne se présente? Alors, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est un petit peu au bon vouloir. En fait, je vais vous même donner la définition de ce que c'est la justice. Selon moi, la justice, c'est la signature de ceux qui la rendent. Donc, ça va dépendre, on reste des êtres humains, de la personne, qu'est-ce qu'elle va décider à ce moment-là. Mais en termes procédural, une personne qui a été dûment notifiée pour se rendre à une audience, qui n'est pas présente, malheureusement, les absents ont toujours tort. Un jugement par défaut, et si ça avait été, tel est le cas, et que dans votre circonstance, Madame Métaux, un avocat de l'aide juridique ne se serait pas mêlé, vous aurez demandé à ce moment-là de faire valoir vos prétentions et que ce soit rendu sur un papier, puisque la partie qui est absente n'est pas là pour se défendre, donc ce serait un jugement par défaut. Dans 95% du temps, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comme je vous l'ai donné, la définition de justice, de signature de ceux qui la rendent, vous pouvez toujours faire face à un juge ou une juge, du moins à un tribunal, une décision qui dirait non, ça n'a pas de bon sens, on va remettre pour lui laisser l'opportunité ou l'occasion de pouvoir se défendre. Mais en principe, ce serait un jugement par défaut. On avait même les vidéos qui démontraient que 2 jours avant, elle le nommait, qu'elle n'irait pas. C'est fou, hein? On les avait avec nous sur place. Donc, dans ces circonstances, je ne verrai pas d'autre conclusion qu'un jugement par défaut, puisque là, littéralement, elle se joue du système. Oui. En disant, je ne me présente pas, c'est un petit peu un bras d'honneur, si on veut, aux procédures qui ont été intentées et à une manque de diligence totale de sa part. Les gens me demandent ici dans le chat, Cathy, quel âge qu'elle avait, cette dame-là? Ça n'a pas de sens, les procédures sont longues. Donc, cette dame-là avait quel âge environ? 50 d'années. En fait, je pense tout juste 50 ans. OK. Donc, par la suite, justement, donc, vous vous présentez, il y a eu remise. On est en décembre 2024. Elle a commencé le saccage en juin, que vous avez constaté. Ensuite? Oui, ensuite, après ça, elle a continué à faire des vidéos TikTok. Elle s'en prend au voisinage. On a des vidéos où est-ce qu'elle harcèle, en fait, là, des gens qui habitent tout près. Il y a encore du saccage. Il y a une vidéo qui est abominable. Je ne sais pas si je vais essayer de le figurer, là. Elle a mis un long truc de colle pour attirer les mouches. Ah oui, oui. Mais je vous rappelle qu'on est en décembre, janvier, février. Oui. Il doit y avoir là, 200 à 300 mouches collées sur le truc. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, des mouches en décembre, janvier, février, là... Non. Donc, on comprend qu'il y a une question aussi d'insalubrité. D'ailleurs, on a fait des démarches dans ce sens-là aussi. On avait contacté la ville, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire si c'est insalubre. On a contacté, non pas la SPCA, là, mais dans notre région, je ne me souviens plus du nom exact, là, mais pour les animaux, parce qu'il y a aussi une loi qui dit... T'as pro-animal, là. Tu peux pas avoir 9 chats dans ta maison. Mais... encore une fois, c'est ce qu'on s'est fait dire, en fait, comme c'est privé, c'est à vous de gérer là, en tant que propriétaire. Donc, toute la responsabilité nous revenait,
mais on n'avait à peu près aucune ressource pour ça. Les policiers nous aidaient beaucoup, mais encore une fois, si la dame n'est pas une menace pour les autres, n'est pas une menace pour elle-même, donc quand ils arrivent sur place, elle doit être dans une telle crise qui va leur permettre de procéder. Là, on va dire une arrestation, c'est pas exactement ça, mais c'est de l'amener à avoir des soins adéquats. Donc ensuite, je dirais la fin janvier, début février, tout au plus, encore une fois, nouvelle vidéo de TikTok. Elle l'a postée 1 heure juste avant que je la voie. Et là, elle est en train de détruire le fond d'un garde-robe en disant comme quoi que les murs sont mouillés. Puis pourtant, on le voit, là, c'est sec. Mais elle dit que les murs sont mouillés. Par contre, le fond du garde-robe arrive sur le mur extérieur. Donc, la prochaine étape, elle passe au travers. Donc là, on a rappelé la police pour si on les a pas appelés en l'espace de 6 mois, je vous dirais 25 fois, on les a pas appelés une fois. Puis il n'y a pas grand-chose comme tel que les policiers peuvent faire, là. Bien, cette fois-ci, la crise était assez impressionnante pour réussir à ce que la dame dise « OK, j'ai besoin d'aller à l'hôpital ». Donc, ils l'ont amenée. Elle a été apportée à l'hôpital. Normalement, puis là, encore une fois, je ne suis pas médecin, donc ce que je dis là, ça vaut ce que ça vaut. Mais de ce que j'ai pu voir dans ma belle petite expérience de vie, normalement, les gens, ils sont gardés à l'urgence 2-3 jours pour un cas de santé mentale, puis ensuite, on les retourne à la maison, ça va mieux, la crise est passée. Mais finalement, elle a été hospitalisée pendant 1 mois et demi. Et nous, ce mois et demi-là nous a permis de faire beaucoup de choses. Entre autres, on a pu faire état des lieux complet. Oui. Donc, ça, c'est une chose. On a pu être très bien entourés je parlais de travailleurs de rue tout à l'heure, mais c'est là aussi que leur rôle est venu encore plus important. Donc, on voulait s'assurer que quand cette personne-là allait reprendre le logement, du moins pour le temps, jusqu'à temps qu'on ait une date de report, on s'entend, qu'elle soit encadrée d'un bout à l'autre. Et nous, bien, au travers de ça, on a aussi contacté les services d'une avocate pour essayer d'accélérer la démarche. On a réussi à avoir une date de remise qui était au 30 avril. Fait que l'on part du mois de juin, le début de saccage, une date totale en décembre qui est reportée parce qu'elle ne se pointe pas, puis un avocat s'immisce là-dedans. Oui. Et là, on est rendu au mois de avril. Fin avril. Donc, quasiment 10 mois plus tard. Oui. Finalement, elle est sortie de l'hôpital au bout d'1 mois et demi. Je dirais 5 jours après sa sortie, on a reçu un appel. En fait, mon avocate a reçu un appel d'un avocat de l'aide juridique. Donc, elle-même a commencé ses démarches pour se sortir du TAL, pour que le jugement ne tombe pas de façon défavorable et qu'elle soit expulsée. Elle a tenté de négocier avec nous. Soit dit en passant, je veux le dire, nous, on avait déjà tenté de négocier dans le passé pour accélérer la démarche. Quand on parle de négocier, évidemment, c'était d'enlever toute charge, puis qu'elle partait, puis ça s'arrêtait là. Donc, elle a essayé de nous négocier en montant d'argent. Mais la preuve était tellement accablante là, que l'avocat, avec mon avocate, en sont venus à dire, ben là, c'est juste pas possible. Exactement. Nous, à l'inverse, on a récupéré 2 mois de loyer additionnel parce que fallait quand même le relouer. Mais 2 mois de loyer, je l'ai dit tout à l'heure, on est en dessous des 500 $ par mois. Nous, l'appartement, il aurait fallu refaire là, tous les planchers. Mais c'est quoi l'impact justement financier que ça vous a occasionné? Ça a coûté 50 000 cette 50 000 histoire. Puis nous, on n'est pas entrepreneurs. Là, donc, on a dû engager des gens. Là, on n'a rien fait nous-mêmes. C'est ça, on a 4 enfants. Donc, on n'est pas dans cette dynamique-là. Mais oui, ça a coûté 50 000 la rénovation. Puis je vais vraiment dire rénovation parce qu'on n'a pas fait d'amélioration à l'appartement. Ce n'était pas une possibilité à ce moment-là. Quand nous, on a fait cet achat-là, on ne s'attendait pas à devoir débourser 50 000 c'est sûr que non. Dans un si court laps. Après, refaire des toitures, c'est une chose. Mais là, de refaire un appartement parce que quelqu'un l'a complètement saccagé. Est-ce que vous aviez accès justement à vos assurances responsabilités? Est-ce que vous avez contacté? On a contacté nos assurances et ce qu'on nous a dit, c'est qu'en fait, là, des méfaits comme ça causés par un locataire, c'était pas couvert par notre couverture, mais plus important encore, c'est qu'il semblerait que ça n'existe pas. Je le dis sous toute réserve, parce que notre compagnie que nous, on a contacté, nous ont dit que c'était pas possible, ça n'existait pas, ce type d'assurance-là. On en a contacté 2 autres afin de voir, parce que nous,
nous, on renouvelle aussi, comme tout autre client. Donc, on valide l'information. Puis, c'était pas possible d'avoir ce type d'assurance-là. Tu vois, j'étais sous l'impression quand même que les assurances pouvaient couvrir ce genre de dommages-là. Pas du tout, du tout. Je le dis encore une fois, c'est ça, moi aussi. Si vous êtes propriétaire, donc effectivement, vérifiez correctement là, la prise de votre assurance pour que vous ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là. Le vandalisme sur une façade, donc à l'extérieur, ça, tu peux être couvert. Mais quand on parle, là, c'est du vandalisme par un locataire. Donc, techniquement, moi, je lui en fais la location. Donc, je suis 100%, je vais dire, willing là, de faire cette location-là. C'est pas couvert, semblerait. Justement, là, finalement, l'audience totale a eu lieu quand? Jamais. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, c'est ça. Entre-temps, on a signé un accord avec la locataire. Elle est partie, elle a quitté les lieux à mi-mars à peu près. Là. Donc, on a réussi à gagner 1 mois et demi versus la date du TAL. Évidemment, là où on avait aussi une motivation à faire ça, c'est que tant qu'à avoir embauché une avocate pour nous représenter, mais là, ça ne nous tentait pas nécessairement d'aller dans la roue du huissier puis de devoir sortir tout ça. Donc, on était plus en mode là, économie de coûts. Fallait arrêter l'hémorragie à quelque part. Là, donc, on a pris cette décision-là. Et le jugement, parce que, évidemment, on a fait arrêter toute la procédure, mais il y a quand même un juge qui a eu connaissance de l'entente entre les 2 avocats. Et ça s'est fait là, à peu près à la même date, je pense que c'est le 30 avril, mais il faudrait que je valide là, pour être sûr de la date. Fait que la dame est sortie volontairement. Oui, la dame est sortie volontairement. Ça vous a pris combien de temps avant de remettre le logement Ça a pris 2 mois avec la personne qui a fait les travaux. C'est quelqu'un à qui on a très, très confiance, là, qui nous a vraiment là, fidé ça tout le long. 2 mois, mais après, je ne vous mentirai pas, là, ça nous a pris un bon 4 mois le relouer de plus. Zèle de prudence, peut-être? Oui, j'imagine. Hein? Oui, c'est malheureux. Puis je sais pas si je devrais ou pas le dire, mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu as vécu quelque chose comme ça, moi, moindrement qu'il y avait un truc sur ce que la personne nous présentait dans sa vie, je me disais, mais non, je peux pas aller là. Je fais quoi, moi, si ça me coûte un autre 50 000 dans un an? Là, on n'est plus dans la bienveillance pour mes enfants plus tard. On devient dans la folie de faire les mêmes choses à répétition. Donc, c'est ça. Ça a été plus long. Aujourd'hui, on a une locataire en or qu'on apprécie énormément, qui semble être appréciée par le voisinage. Puis, on espère qu'elle va rester là longtemps. Tu sais, c'est pas tout le monde. Là, c'est les histoires que vous entendez la semaine passée de la locataire là, qui n'avait pas d'électricité ou l'histoire que Mme Métaux, elle nous raconte. Tu sais, c'est pas la norme, mais quand même, ces exceptions-là ou ces cas-là font en sorte de donner une mauvaise réputation à tout ce qui est là, droit du logement, etc., alors que de part et d'autre, il y a des bonnes personnes, effectivement. Donc, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de t'engager dans l'achat d'un 4plex, par exemple? C'est une très bonne question. Je ne sais pas ce que j'aurais vraiment aimé savoir de plus, mais non, peut-être que j'aurais voulu parler avec plus de propriétaires qui auraient pu me dire c'est quoi les pires choses qui peuvent arriver. Oui. Parce qu'on s'attendait à des loyers non payés, puis là, tu dis, je vais aller faire valoir mes droits au TAL, puis ça, on était prêt pour ça. C'était pas un problème. Par contre, quand tu fais face à la maladie mentale et que là, tu réalises que, malheureusement, tu veux aider, mais faut que tu t'aides toi-même aussi dans la situation. Ça, je ne l'avais pas envisagé. Pas du tout, hein? Non. Donc, si vous avez des questions, les gens qui sont dans le chat de TikTok pour Mme Métaux, n'hésitez pas à poser les questions. On va commencer bientôt la période de questions. Donc, les préparer. Si c'est en droit du logement, c'est encore mieux, mais toute bonne question va quand même être répondue. Donc, je vous laisse vous préparer vos questions. Entre-temps, je vais vous expliquer que moi aussi, j'ai été propriétaire d'un 8plex. Et on avait un locataire qui était sous la curatelle publique. Donc, c'était le curateur public là, qui payait le loyer à tous les mois. Et évidemment, il y avait des problèmes de santé mentale. Il y était 3 qui vivaient dans le même logement. La chicane a pogné en bon québécois, si vous me permettez. Puis, ils se sont battus à coups de marteau.
Il y en a un, évidemment, qui est décédé. Il y a eu quelques coups au cerveau, à la tête. Là, évidemment, il y a eu de la cervelle qui a revolé un petit peu partout, à un point tel que quand on a appelé 1-800 Got Junk pour venir nous aider à nettoyer, ils ont refusé de rentrer. Ah, oui. Puis, quand ils sont venus chercher le corps, parce qu'il est décédé dans l'appartement, à ce moment-là, ils n'ont pas voulu non plus ramasser les résidus de personnes. Fait que juste pour vous dire que ça n'arrive pas juste aux autres, il y a des histoires quand même qui existent. Et encore, dans ce même 8-plex-là que j'ai vendu après 2 ans, j'ai pas été capable de passer à travers le stress que ça apportait puis les difficultés. On avait aussi une épidémie de punaises. Puis, si tu n'as pas la collaboration de tous les locataires, oublie ça, tu t'en sors pas. Donc, ça me coûtait 3 à 4 000 par 3-4 mois pour faire justement arroser le 8-plex au complet. Ah oui. À partir du moment où il y en a un qui ne respectait pas, ben là, oubliez ça, on n'était pas capable de s'en sortir. Là. Ah non, on parle plus de profitabilité, là, on parle de dépenses, puis c'est vraiment une hémorragie dans des cas comme ça, là, ça n'a aucun sens. Toi, Maxime, qu'est-ce que tu constates le plus dans ta pratique, là, justement, au bureau par rapport au droit du logement? Tu sais, l'histoire de Cathy, c'est une chose, mais on a des histoires aussi de locataires. On entend les deux, là. On a les deux bords. Donc, nous, au bureau, on représente tant locataire que locataire. Moi, quand j'entends votre histoire effroyable, c'est effroyable quand même, Madame Métaux, et vous aviez été, d'une certaine façon, je préfère toujours voir le verre à moitié plein, vous aviez été chanceuse, puisqu'elle mettait sur TikTok elle-même les dégradations. C'est vrai. J'aurais pu ne pas m'en rendre compte avant très longtemps. Et c'est une question de preuve derrière quand vous allez au tribunal. Alors, je comprends que vous avez fait une entente, toutefois, c'était quand même béton. Je veux dire, quand on regardait les vidéos qui étaient retransmises tantôt, c'est indéniable, on ne peut pas nier les trous qui sont mis dans une telle porte. Je me demande si elle ne joue pas aux fléchettes. On se pose des questions. Le plancher qui est arraché. J'avais noté une petite question, relevé du moins une interrogation de Kai dans le chat. Et c'est aussi quelque chose que je me posais. Est-ce que cette personne-là avait de la famille? Est-ce que vous aviez connaissance d'enfants? Elle avait 2 enfants, dont un qu'elle avait... Quand nous, on a acheté, son fils devait avoir 16 ans, je pense. Donc, quand que tout ça est arrivé, il était rendu à 18-19 ans, qui habitait avec elle. Donc, lui aussi, on ne pouvait rien faire pour lui. Il est majeur parce qu'on s'était dit, on pouvait peut-être contacter la DPJ, donc faire rentrer l'État dans la situation. Mais non, il n'y avait rien à faire à ce niveau-là. Et au niveau de la famille, ses parents, on a trouvé... Quand elle était hospitalisée, ses parents habitent la région, mais ça faisait des années qu'ils n'étaient plus en contact. Là, je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit tantôt, et puis je me mets dans vos souliers, et puis je peux totalement le comprendre. Et je veux dire, quand on vit une telle situation, c'est sûr et certain qu'on va mettre beaucoup plus de temps à choisir son prochain locataire, parce qu'on est un peu... C'est des traumas, quoi. On est traumatisé. Ah oui, complètement. Qu'est-ce qu'un propriétaire, justement, peut demander lorsqu'il loue un logement? Il peut-tu demander un prix d'avance, un dépôt? Qu'est-ce qu'un propriétaire peut quand même faire? Puis en même temps, c'est important pour les locataires de comprendre qu'est-ce qu'ils doivent donner comme information. Alors, exactement. C'est pas Alors, juste pour que le chat et pour tout le monde, c'est pas un conseil juridique. On fait des suggestions, on répond à une situation. Toutefois, le droit il est le suivant. Un propriétaire ne peut pas réclamer plus d'1 mois de loyer. Par contre, si à la demande d'un locataire, lui-même offre plus d'1 mois de loyer, il est possible pour le propriétaire d'accepter plus qu'1 mois de loyer. Mais dans ces circonstances, je vous suggérerais fortement de le mettre par écrit que c'est à la demande du locataire que celui-ci a offert. Maintenant, il y a aussi le cautionnement. On demande à un locataire, à ce qu'une tierce personne, donc une troisième personne, donc ça peut être ses parents, son employeur, ses enfants, une personne qu'on va estimer solvable, vienne se porter garant du locataire. Donc dans le cas où, par exemple, de vous, Madame Métaux, cette personne-là, elle saccage le logement, puis on s'entend qu'il y a 50 000 $ de réparation. Il n'y a pas de jugement qui a été rendu, donc vous vous êtes entendu avec. Mais si tel était le cas, où il y aurait eu un jugement de 50 000 $ et que la locataire en question ne serait pas solvable, vous auriez été en droit d'aller chercher la personne qui a fait un contrat de cautionnement. Oui. Et ça, c'est une alternative qui est offerte aux locataires pour un petit peu se baquer, si on peut dire ça en bon anglicisme, pour avoir un backup.
Parce que la locataire, va ne plus dépendre elle-même de ses propres actions, mais elle risque peut-être de mettre dans le pétrin, comme dans votre cas, son cautionnement. Hmm. On a un autre locataire que c'est comme ça qu'on a procédé. Donc, puis c'est une personne qui paye très, très bien. On n'est pas inquiet. Ça se passe très bien depuis déjà plusieurs mois. Mais oui, on a opté pour ce genre de sécurité. Vraiment. Il y a une question dans le chat de Alexander qui dit « Si elle avait été au TAL sans négocier, est-ce qu'elle aurait pu demander les dommages de 50 000 auprès de la locataire? » En fait, les dommages que Mme Métaux aurait pu réclamer, c'est le préjudice. C'est les dommages que votre locataire a causés. Donc, C'est ça, le 50 000 de dommages. Si ça vaut pour 50 000, effectivement, c'est pas un chiffre qu'on sort de la tête. Je suppose que Mme Métaux, elle a reçu des factures, donc on aurait produit ces factures-là. Il y aurait dû... Alors, je le répète, la preuve vidéo est accablante. À partir de ce moment-là où on fait la preuve du dommage et du méfait, d'une certaine façon, des actions de la locataire, et qu'il y a un lien de causalité entre les deux, exactement, Mme Métaux, c'est facile. Bah, écoutez, elle a arraché le plancher, j'ai une estimation, on va dire, de 10 000 $ pour le plancher. Bah, on le voit sur la vidéo que c'est elle qui arrache le plancher. Bon, ben voilà. Mais encore faut qu'elle soit solvable. Exactement. Fait que, tu sais, c'est bien beau des fois avoir un jugement qui est un beau papier, mais après ça, c'est d'aller récolter ces sommes-là sont quasiment impossibles. Mais un jugement peut être appliqué pendant 10 ans. 10 ans. Donc, à la limite, t'espères un jour que la personne... Oui, mais c'est impossible dans son cas. C'est ça, exactement. C'est là où, quand je dis on a voulu couper l'hémorragie, parce que on a essayé de couper l'hémorragie dès le mois d'août, en fait, en lui offrant de quitter, là. Donc, c'était ça notre objectif. Mais quand quelqu'un n'est pas solvable, et honnêtement, dans un dossier aussi lourd de cas de santé mentale, 50 ans, je m'imagine très, très mal comment, entre 50 et 60, cette femme-là va se retrouver apte en milieu de société, avoir un... Mais en fait, je dis ça, mais je lui souhaite sincèrement que cette dame-là puisse s'épanouir, peu importe la façon, peu importe le travail. Il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas... Mais c'est trop un gros gamble, en fait, de me rendre jusqu'au bout de cette démarche-là pour... La chance est tellement minime. Une prochaine remise au mois d'avril. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Oui. Vous avez bien fait. Si on peut se permettre un petit peu d'humour, autant qu'elle joue un 6,49 finalement et que vous espérez qu'elle touche le 6,49. Mais techniquement, à cause de l'entente qui a été signée par les avocats, qui a été vue par le juge, je peux encore réclamer pendant 10 ans. Ah. Bien, tant mieux. Vous avez bien fait. J'ai une couple de questions dans le chat qu'on va passer à travers qui sont vraiment, vraiment intéressantes aussi. Ici, une propriétaire, quand je loue une maison, c'est moi qui dois déneiger ou le propriétaire? Alors d'abord, il faudra regarder le contrat de bail. Parce que sur le formulaire du contrat de bail, il y a écrit le déneigement, il appartient à qui? Locateur ou locataire. Exact. Donc il faut se renseigner sur le contrat en lui-même, à savoir c'est quoi les obligations des uns et des autres. J'ai une autre question ici de Lady Diana. Si ma propriétaire a jeté des affaires personnelles, ai-je des recours? Alors là, j'aimerais bien avoir plus de précision de Madame Lady Diana, mais si la locataire a quitté le logement et que ses affaires personnelles étaient encore demeurées dans le logement, le propriétaire est en droit d'en vaquer, comme bon lui semble. Maintenant, si le propriétaire est rentré dans son logement alors qu'il y avait un bail qui était en cours, non, le propriétaire n'a pas à disposer des affaires de sa locataire à son bon vouloir. Donc, j'ai une autre question ici, c'est même si je n'habite pas actuellement dans le logement, est-ce que ça enlève mon droit d'exiger des réparations? Absolument pas, absolument pas. Il va falloir faire la démonstration à ce moment-là pour ce locataire-là qui doit avoir des réparations qui doivent être faites. Ces réparations, il faut les considérer, est-ce qu'elles sont mineures ou majeures? Est-ce que c'est aussi des menues réparations? Parce que des menues réparations, c'est à la charge du locataire. Pour des réparations majeures et urgentes, c'est à la charge du locateur. Exact. J'ai un commentaire qui dit ici, je veux plus souvent entendre Monsieur Miranda. Donc, c'est Yvette Miranda qui fait justement chez nous tout ce qui est droit du logement, civil, l'assurance. Donc, bien connaissant de toutes ces affaires-là. Ici, une question de vie allée. J'ai un loyer de 8 mois impayé depuis 1 an. Le locataire est parti. Comment récolter ses loyers? Donc, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un jugement parce que la personne n'a pas payé pour pouvoir aller récupérer? Absolument, absolument. On ne peut pas se faire justice soi-même, donc il faut faire valoir ses prétentions. Il faut obtenir un jugement avant. Exactement, il faut obtenir un jugement, faire la démonstration qu'il y a eu des loyers impayés et que le locataire a quitté le logement pour après, derrière, aller les réclamer. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Allez-y. C'est quoi la moyenne de temps, en fait, entre le moment où on dépose un dossier au TAL pour non-paiement puis l'audience? Est-ce qu'on a une moyenne? Alors,
comme je le répète assez souvent aux clients, au niveau du TAL, on a des ordres de priorité. On s'entend que lorsque c'est pour aller quérir des loyers qui sont impayés, c'est assez rapide. J'ai un dossier, par exemple, qui a été institué, si je ne me trompe pas, au niveau des dates, mi-janvier. On a déjà une date pour fin mars. Wow. Donc, on est... C'est quoi encore ton sujet, toi, là-dessus? Un loyer impayé. Un loyer impayé? Un seul? Un seul loyer impayé. Wow. Je pensais que c'était plus long que ça, donc c'est encourageant quand même. Là, on parlait de délai environ d'1 an. En fait, c'est que ça va dépendre aussi des dossiers et des circonscriptions. On s'entend qu'à Montréal, il y a beaucoup plus de cours ouvertes, de plages horaires de disponibles. Ça va dépendre aussi de la ville, mais aussi du tribunal, même à Montréal, parce qu'entre un tribunal qui va être sur le village olympique ou un tribunal qui va être mis sur Beaubien ou même dans l'autre côté de la ville, Ça peut être plus long. ça peut être beaucoup plus long. Ça reste quand même... Un tribunal, il faut le considérer que c'est quand même une administration. Avec des personnels qui sont à l'intérieur, qui vont travailler, et les demandes peuvent être beaucoup plus importantes dans tel tribunal comparativement à un autre tribunal. En général, celui-là, je vous le dis, il est assez rapide, mais en général, ça prend plusieurs mois. Je comprends. Souvent, on parle de Mme Métaux qui, elle voulait effectivement rendre ses logements beaux, etc. On a aussi des propriétaires qui sont vraiment négligents. Puis j'ai une des questions aussi de Sniper du chat sur TikTok qui dit « Si mon propriétaire refuse de venir réparer un bris signalé depuis plus de 3 mois, quoi faire? » Ça, c'est une question qui revient régulièrement, là. Alors, je vais exactement, puis j'avais noté aussi la question au tout début et que ça avait fait un petit peu pendant le témoignage de Mme Métaux, une discussion, donc une question de M. Concola, pour un problème de tuyau d'évacuation. Donc on est sur une réparation finalement. Donc il faut qualifier d'abord la réparation, comme je l'ai dit préalablement. Est-ce qu'elle est mineure? Est-ce qu'elle est majeure? Est-ce qu'elle est nécessaire et urgente? Donc dans ces circonstances, lorsqu'un propriétaire refuse de faire des travaux, si la réparation est urgente et majeure, il faut s'adresser au tribunal. Donc une ordonnance, demander un dépôt de loyer pour demander au tribunal finalement l'autorisation pour effectuer nous-mêmes ces réparations-là avec l'argent du loyer. Si la réparation elle est vraiment urgente, admettons le plafond il va nous tomber sur la tête. Si le locataire refuse de faire ces réparations-là, le locataire est en droit à ce moment-là de lui-même procéder aux réparations et d'imputer, alors avec pièces justificatives, donc facture à l'appui, de le déduire de son loyer. Mais il doit aussi quand même démontrer que donner l'occasion au propriétaire de faire la réparation. C'est un préalable et c'est un prérequis obligatoire. Qu'est-ce qui détermine une réparation urgente d'une réparation non urgente? Le bon sens. Le bon sens, je vous dis. Après mon expérience, j'ai envie de vous dire que le bon sens, des fois... Exactement, mais on s'entend que si, admettons, il y a une inondation, une 100%. Infiltration d'eau, on s'entend que ça, c'est urgent. Si maintenant, c'est juste réparer un petit truc sur le robinet, il n'y a pas forcément d'urgence à proprement parler. On va parler essentiellement d'urgence lorsque ça va porter sur l'intégrité, une possibilité atteinte à l'intégrité d'un locataire ou d'une continuation de jouir paisiblement du bien loué. Je comprends. La semaine passée, notre locataire, là, on parlait plus de rénovation majeure. Là. Il y avait des... Elle, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire des réparations parce que c'était trop gros, là, les dommages. Là. Alors, elle aurait pu faire les réparations, mais c'est un peu là où le bas blesse, et c'est ce que disait Mme Métaux pour sa locataire. C'est que quand on est locataire, alors il y a des locataires qui sont propriétaires aussi, qui sont locataires, mais la majorité des locataires n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer pour des réparations Généralement, ces réparations-là, majeures et urgentes, on est sur plusieurs milliers de dollars. Oui. Donc, pour un locataire, sortir plusieurs milliers de dollars alors qu'il est lui-même locataire et il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, ça va être compliqué pour lui de procéder à ces réparations-là. Ici, j'ai une autre question de Sarah. Chauffage inclus dans mon bail. Le proprio veut le remplacer par un électrique à mes frais, mes droits. Donc, si le chauffage est inclus puis le proprio veut le changer, c'est assez frais à lui, là. Exactement. Non, Madame Sarah, il ne peut pas vous demander ces frais-là, là. Karen en profite pour nous dire qu'elle adore le live, c'est très informatif, c'est pour ça qu'on le fait. Merci, Karen. Kay aussi, elle dit « J'adore votre contenu ». Ici, Miss Social Heart. Quelles sont les raisons qu'un propriétaire peut prendre au TAL concernant un loyer non payé? Et c'est quoi justement la règle? On sait que normalement, dans les baux, ça va être écrit qu'on paye le 1er du mois, mais il y a une espèce de tolérance jusqu'à quelle date? Exactement. On ne le dit pas trop fort au nom pour les propriétaires, là, mais si vous êtes locataire et vous entendez ça, il y a une espèce de petite tolérance. Et ça, je le vois dans mes dossiers. Alors, dans mes dossiers, comment ça se passe? Généralement, c'est simple. La loi est la suivante. On doit payer le 1er de chaque mois. Mais techniquement,
si on peut s'arranger, c'est ce que je vois dans la pratique, la théorie, il y a 3 semaines. Oui, c'est ça. Ouais. 3 semaines. Donc, ce qui se passe, c'est que quand les gens les propriétaires vont pour aller contre un locataire, lui recueillir le loyer, ce qui se passe, c'est qu'on arrive au tribunal, le juge demande d'abord, allez vous entendre. Et là, dans ces cas de figure-là, le locataire paye son loyer. Oui, souvent. Ouais. Maintenant, c'est que si ça se présente à chaque fois, Des retards successifs. des retards répétitifs, que le propriétaire subit un préjudice, et ce préjudice-là doit être sérieux. Donc, je vais y venir. Faut qu'il le démontre, là. Ça peut pas... Oui. Et le démontrer, c'est assez simple, parce que la majorité des locataires, faut pas croire que c'est des multimillionnaires. Ces locataires-là ont eux-mêmes des prêts hypothécaires. Et ils attendent le paiement du loyer pour pouvoir payer leur prêt hypothécaire. Donc si, à un moment donné, parce que vous, votre prêt hypothécaire, en tant que locataire, si vous ne payez pas, vous n'allez pas aller au TAL. Non, c'est la caisse, c'est la banque, c'est l'institution financière qui va venir vous voir. Elle va venir vous voir, Oui. elle prélève directement sur votre compte et les intérêts, ils courent. Oui. Donc ça, c'est des retards répétitifs. Le préjudice étant assez sérieux pour le locataire, il aurait le droit de demander une résiliation du bail. Maintenant, quand il y a ça s'en va, admettons, dans le cas de figure où ça ne paye pas, il y a un jugement. Les tribunaux sont enclins. Ils offrent une deuxième chance au locataire. Donc ils vont lui dire, vous allez payer le logement à partir de maintenant, tous les premiers du mois. Avec cette ordonnance-là, et pour en avoir eu un dossier similaire à... Enfin, un dossier, clairement, il y avait une ordonnance. Dès lors où la personne ne paye pas, au-delà du premier du mois qui a été ordonné par le tribunal, vous avez automatiquement, c'est dehors. Mais là, il va falloir aussi faire valoir cette ordonnance-là qui n'a pas été respectée par le locataire et le ramener au tribunal pour dire il n'a pas respecté l'ordonnance qui a été donnée par le tribunal. Et là, il ne respecte pas l'autorité, la compétence d'un tribunal. Donc, Oh, mais c'est du trouble pareil. c'est du trouble pareil. C'est vraiment du trouble, c'est des frais, Combien, c'est du temps. sans indiscrétion, les frais d'inscription, comment vous, en plus du 50 000 de dommages que vous avez eu, combien de C'est une frais? excellente question, mais moi, je me souviens que la première fois, quand on avait envoyé, c'était une histoire de 80 $. Sauf que après, il a fallu quand même envoyer... Bon, il y a eu les mises en demeure, il faut faire parvenir la signification, je pense qu'il faut faire parvenir Oui. au locataire. Nous, on a fait des demandes aussi pour ajouter des pièces justificatives dans le dossier. Donc, cette partie-là, je ne suis pas trop certaine. C'est vraiment mon conjoint qui s'en est occupé. Par contre, quand on parle évidemment de frais d'avocat, donc nous, cette histoire-là nous a coûté entre un 4 à 5 000 additionnels là, pour finaliser le dossier. Ici, j'ai une question de Hidden Treasure. Ça fait quelques questions qu'elle écrit. Elle dit, si on se sent en insécurité dans une maison, nous avons le droit de quitter? On peut pas faire justice soi-même. Mais Max, explique donc un peu. Là. Non, on peut Quand pas on se retrouve dans une situation comme ça, qu'on n'est plus bien dans notre logement. En cours Alors de si route. c'est juste une question d'émotion, d'émotivité, non, on ne peut pas quitter parce qu'on s'est engagé. Maintenant, on s'entend que si on a un tueur à gages comme propriétaire ou on a un tueur comme voisin, c'est pas la même insécurité dont on va parler là. Mais si on se sent juste plus bien dans son logement, dans la majorité des cas, on ne peut pas quitter son logement. Maintenant, ce que je suggère, moi, essentiellement aux locataires, pour éviter d'arriver à des situations comme vous, Madame Métaux, c'est de s'arranger, de prendre son téléphone et d'avoir une bonne relation avec son locataire, dire regardez, je me sens plus bien dans le logement, comment on fait pour s'arranger? Oui, Tout mais simplement. nous, ça aussi, on a vécu des cas de figure comme ça où quelque chose de très bien aussi, un jeune homme qui est seul, qui rencontre sa dulcinée, qui veut partir pour aller vivre avec elle. Il n'y a pas de problème, on a une conversation à ce moment-là, puis on s'assure que tous les partis sont contents et gagnants. Ce que je veux dire par là, c'est évidemment, c'est si tu quittes avant la fin de ton loyer, ben, la moindre des choses, c'est de nous aider à trouver un nouveau locataire. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a départagé les situations, là. Donc, oui, c'est ça, c'est un contrat. Exactement, c'est un contrat écrit, mais il y a aussi un contrat moral derrière à devoir... Je veux dire, une relation contractuelle, c'est toujours deux parties. Il y a d'un côté et de l'autre, mais il faut qu'il y ait aussi une certaine forme de loyauté, une forme de bonne foi. Ça, c'est inéluctable, il faut être de bonne foi. Et je veux dire, on reste des êtres humains, avant tout. Oui. J'ai ici Catherine qui dit, moi aussi, c'est mon cas avec un locataire, j'attends le jugement. Là. Donc, J'ai envie de lui dire, tiens, bon. tiens, bon. Maxime, il y a quelque chose? Oui, vas-y donc, t'as une Là, c'est parce question? que là, j'ai une très bonne question Vas-y. de Madame Lily Charbonneau. En cas de violence conjugale, est-ce qu'on a le droit de quitter? La réponse, c'est oui. Oui. La réponse, c'est oui. On a le droit de demander la résiliation du bail parce qu'on est victime de violence conjugale. Je suis 100% d'accord avec ça. Là. En fait, l'humain va parler, la femme va parler, mais je suis curieuse de savoir s'ils sont tous les deux sur le bail. Donc, la conjointe, le conjoint, et que là, il y a un dossier de violence conjugale. Elle veut partir, mais techniquement, lui, est-ce qu'il reste responsable?
Il peut rester, oui. Après, je veux dire... Il peut ou est-ce qu'il doit? Il y a deux choses. Supposons qu'il veut quitter lui aussi. Il prend la poudre d'escampette. Le propriétaire se retrouve avec quelle situation là? Alors, c'est sous toute réserve. Il faudrait que je fasse des vérifications additionnelles. Toutefois, si je ne m'abuse et je me trompe, on parle de 2 mois. Il y a un avis de 2 mois. Donc, en tant que locataire, telle une situation se présenterait, vous auriez 2 mois pour vous retourner et vous retrouver là-dessus. Toutefois, c'est que si maintenant le locataire quitterait, je veux dire, des démarches pourraient être faites. Maintenant, il y a un principe juridique très important, tant pour le locataire que les locataires, c'est de minimiser ces dommages. Oui. Donc, c'est ma responsabilité de trouver un nouveau locataire le plus rapidement exactement, possible. parce que sinon, ce serait trop facile aussi pour les locataires de s'asseoir sur, il restait 6 mois de loyer, 8 mois, je vais réclamer les 8 mois. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour aller combler ce 8 mois-là? Je suis d'accord. Je comprends. Donc, essentiellement, pour répondre au cas de Mme Charbonneau, la réponse, c'est oui. Max Brière, il dit un locataire disparaît avec une grosse dette. Il faut un détective privé pour la retrouver. On peut, c'est la meilleure façon pour... Alors, pour répondre, il faut d'abord savoir où habite ce locataire qui a disparu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Si le locataire, il a pris la poudre d'escampette et on ne sait pas où il est, effectivement, dans mes dossiers, j'ai dû faire intervenir des détectives privés, faire des recherches additionnelles pour aller chercher une nouvelle adresse de là où résiderait ce nouveau locataire pour pouvoir lui signifier une demande en bonne et due forme. Ça nous est jamais arrivé, mais je me pose la question, en fait, la meilleure façon de retrouver quelqu'un, évidemment, c'est avec un numéro d'assurance sociale. On est d'accord? Oui. De cette façon-là, on peut retrouver l'employeur, minimalement, on peut chercher. Est-ce qu'un locataire a le droit de demander un numéro d'assurance sociale? Je ne l'ai jamais fait, donc je pose la question. C'est une très bonne question, alors. En principe, non. En principe, exactement, ce serait non. En principe, non. Maintenant, si le locataire offrirait de son bon vouloir pour montrer patte blanche, Je peux l'avoir noté sur un bail ou à quelque part. À nouveau, il faudrait que ce soit comme... C'est comme pour l'idée du mois supplémentaire. Caution, là, Demander plus qu'un mois. Finalement, c'est le même ordre d'idée. C'est le locataire a offert ces garanties-là. Je comprends. Mais un locataire ne pourrait pas l'exiger. La nuance, elle est quand même subtile. Oui, après, un numéro d'assurance sociale, je ne pourrais pas non plus le valider moi-même. Donc, je prends pour acquis que celui qu'on me donne est le bon. On prend pour acquis, Exactement. effectivement. Ça serait facile, je pense. Sincèrement, je crois que si un locataire m'offrirait de me le donner, je trouverais ça très suspicieux. Après ça, ça vous permet quand même d'effectivement de faire une vérification avec un enquêteur privé ou une autre façon pour un propriétaire et également un locataire de se protéger afin de savoir si on transige avec des personnes qui sont de bonne mœurs. Vous allez sur Socige. Donc, à ce moment-là, avec le nom de la personne, vous pouvez voir effectivement si on fait plusieurs demandes au TAL. Fait que, si vous voyez un propriétaire qui est là régulièrement, vous savez que ça va être problématique au même titre qu'un locataire. Et donc, ça m'amène à la question ici de JP qui dit « Est-ce vrai que c'est risqué pour le futur pour un locataire d'ouvrir un dossier au TAL? » Alors, moi, je réponds toujours non à cette question-là, parce que je vais vous dire, même personnellement, moi-même, avant d'être un avocat, j'ai été plusieurs fois au TAL. Non pas parce que on m'y aille traîner. Maintenant, c'est que si un locataire, ou un locateur, mais plus pour un locataire, subit un préjudice, ses droits ne sont pas respectés, il ira au TAL. Et si son prochain propriétaire s'arrête seulement à dire « vous avez eu une tâche, par exemple, vous avez été au TAL », il faudra expliquer pourquoi il a été au TAL. Et si ce locataire-là, « ah non, vous avez été au TAL pour faire respecter vos droits », ça tire une sonnette d'alarme aussi pour le locataire. J'ai été pour faire respecter mes droits, parce que s'il y a un jugement qui est favorable au locataire, on s'entend que le tribunal a statué à ce moment-là que le locataire n'a pas respecté forcément peut-être les droits du locataire, mais le locataire, si lui, on lui reproche d'avoir été au tribunal alors qu'il a été, si on peut dire ça, gagnant, posez-vous des questions aussi sur votre locataire, parce que ce qu'il est capable de pouvoir faire par la suite, c'est aussi extrêmement important. Maintenant, moi je réponds toujours non à cette question. Personnellement, en tant que propriétaire, ça va dépendre, en fait. Parce que la vérité, c'est que nous, on l'a fait la vérification maintenant, bien sûr. On la faisait avant, quand on a acheté, on avait vérifié s'il y avait des dossiers concernant les adresses qu'on achetait. Mais c'est sûr et certain que quand on tombe sur un dossier, on va lire le jugement. On va regarder ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, c'est une question de bon sens, on va dire. De bon sens et de ne pas faire des conclusions hâtives, quoi. Exactement. Finalement, c'est... Exactement. Je veux dire, mais
pour répondre vraiment toujours un peu plus profondément à cette question-là, c'est que si le locataire s'arrête à « vous avez déjà été au TAL », c'est qu'il ne va pas chercher plus loin à savoir. C'est ça. Donc vous savez que votre relation avec, elle risque d'être compliquée. Elle n'est pas de bon augure. Écoute, l'émission passe vite. On va encore répondre à quelques questions. Donc, la question de Marie. Je suis en logement depuis 25 ans. Le propriétaire augmente le loyer sans réparation, en plus d'exclure le chauffage. Quels sont mes droits? Donc, c'est la question typique qui revient. C'est à chaque année, est-ce que mon propriétaire doit absolument faire des rénovations pour augmenter le loyer? Ça se résume pas mal à ça, la question. Pas nécessairement, puisqu'il y a les taxes municipales, les taxes scolaires, il y a l'indice sur la consommation, il y a les dépenses d'exploitation de l'immeuble, parce que dans votre cas, par exemple, Madame Métaux, vous avez un quadruplex. Si je ne me trompe pas, si vous devez faire des rénovations dans l'immeuble, vous serez justifié derrière de réclamer une augmentation de loyer à vos locataires sans forcément avoir fait des réparations dans le logement même de ces locataires. Donc, c'est pas la réponse, c'est non. C'est pas parce qu'on peut augmenter sans faire de réparation dans un logement d'un locataire. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'effectivement, à partir du moment où le propriétaire envoie un avis d'augmentation, si le locataire refuse au propriétaire, effectivement, de saisir le tribunal administratif du logement. C'est ça la règle de base. Vrai ou pas vrai? Oui. Donc, oui. Bon. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un service de médiation obligatoire? Alors... Tu sais, en principe, moi, la façon que je vois ça, on parle souvent d'un registre des loyers qui pourrait faciliter le tout, mais pourquoi qu'il n'y a pas justement un service de médiation? Tu ouvres ton dossier au TAL, il y a une première étape de médiation dans le mois ou dans les 2 mois où une personne dit, écoute, c'est pas moi le juge qui va décider, mais quand je regarde le dossier, rapidement, il faudrait arriver à une conclusion ou à une entente. Alors, parce que... Mais il n'y a pas ça, ce service-là au TAL? En fait, ils l'ont, mais il n'est pas forcément obligatoire, mais il est fortement suggéré. Donc, comment ça se passe? Comment ça se présente? C'est que quand on remplit le formulaire au TAL, il propose une visioconférence pour une médiation ou une conciliation. T'as-tu vu ça, toi? Non. C'est pour ça que je te pose la question. Lorsqu'on fait la demande, il y a une possibilité pour le demander. Maintenant, si on ne veut pas le faire, quand on se présente au tribunal, la première question, dans la majorité de mes dossiers, c'est comme ça que ça se présente. C'est, est-ce que vous avez tenté de vous entendre? Et si la réponse c'est non, on n'a pas tenté, je vous le dis, je vous le garantis, c'est là-bas il y a une salle, on va suspendre l'audience, là-bas il y a une salle, allez parler, allez essayer de vous entendre. Je vais vous laisser 5-10 minutes. Après, il faut toujours que les 2 parties soient là. Qui se présentent effectivement. Exactement. Mais même à ça, c'est trop tard, Maxime. Tu es déjà en attente depuis 3-4 mois là, pour avoir une date totale. C'est pas là qu'on pourrait couper en amont dans la liste d'attente. Je pense que si les gens savaient qu'il y avait un processus, en tout cas, modification de législation que je vous propose. Oui, puis je pense que ça serait super utile dans les dossiers, justement, de... là, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais quand on fait une augmentation de loyer, que le locataire refuse cette augmentation-là. Donc, il garde son droit au maintien du logement, mais il refuse l'augmentation. En ce moment, c'est quoi le délai là, pour un cas comme ça? On parle d'à peu près 12 à 24 mois, je pense. Ah oui. Une fixation de loyer. Oui, une fixation de la loyer. Exactement, une fixation de loyer. Mais un 12 à 24 mois, moi, ce que tu viens de nommer là... J'ai eu un dossier, c'était 36 mois. Ah, ça, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. 36 mois pour une fixation de loyer? Attends, en 36 mois, il y a eu une période où on pouvait vendre l'immeuble 3 fois. Quand on y pense, là. Exactement. Donc ça crée autre chose, mais il y a un engorgement dans le système actuellement, beaucoup avec ces demandes-là, ce qui est légitime. Mais s'il y avait un concept de médiation obligatoire, je suis persuadée que la moitié des dossiers se régleraient là. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, justement, les gens qui nous écoutent ou le monde dans le chat sur TikTok? Est-ce que vous pensez qu'un service de médiation obligatoire dans les 30 à 60 jours de l'ouverture du dossier pourrait effectivement faciliter les relations avec propriétaires et employeurs? Comme un service de médiation quand on se sépare. Et moi, je vais me permettre de vous répondre, Maître Mongeon. Moi, je suis favorable. Je suis très favorable parce que ça rejoint aussi... Alors, on est en 2026, mais on aime toujours à dire le nouveau code de procédure civile qui est de 2014. Ça fait quand même 12 ans. Mais c'est parce que, vous voyez... C'est plus si nouveau. Mais c'est dans ces principes-là. On demande à ce qu'il y ait les nouveaux... Enfin, les moyens de règlement des différends qui soient faits à l'amiable. Donc, conciliation, médiation, l'arbitrage. Alors, pour le TAL, on ne va pas aller sur de l'arbitrage parce que c'est trop dispendieux et il n'y a pas l'occasion. Oui. Mais je suis très favorable, Maître Mongeon, à cette suggestion que vous faites de rendre obligatoire un service de médiation. Et encore faut-il que dans ce service de médiation, les personnes soient de bonne foi. Oui. Parce qu'il est possible aussi de s'asseoir à une table et de se lever au bout de 30 secondes. Et j'y ai participé à cette médiation. Et cette médiation est confidentielle.
Oui, mais quand même, c'est indiqué s'il y a eu de la médiation tout de même. Là, pour un juge, ça donne quand même une idée de ce qui s'est passé comme tel. Et je vous le dis, quand on va au tribunal, il nous invite à aller dans le petit cubicule à côté de la salle d'audience, allez essayer de vous entendre, et dans la majorité du temps, ça s'entend. Ben oui, il vaut mieux un règlement. Vaut mieux un mauvais règlement qu'un mauvais jugement. Exactement. Comme que vous avez fait, Mme Métaux, en faisant un règlement hors cours qui a été favorable pour la locatrice et pour vous également. On a pu mettre nos énergies dans quelque chose de plus constructif. C'est vraiment le cas de le dire. En tout cas, ce que je constate, c'est que la proposition d'avoir un service de médiation obligatoire au TAL est très, très populaire actuellement dans le chat TikTok. Donc, ceux qui nous écoutent, ça serait une belle façon d'essayer de modifier la loi puis trouver une solution pacifique pour toutes les parties. Alors, il s'agit de la fin de notre épisode. Ça a été hyper intéressant de voir quand même le point de vue d'une propriétaire, ce qu'elle a vécu. C'est pas facile de part et d'autre. C'est ça l'objectif du balado, c'est ton droit, de vous donner l'occasion d'entendre des témoignages, de participer, de réfléchir à l'avancement législatif des problèmes qu'on vit en tant que citoyen. Donc, voilà, merci beaucoup, Mme Métaux, d'avoir été ici et partager avec nous votre... Je calcule ça quand même un drame. Oui. Quand tu achètes un 4plex puis à l'intérieur de 2 ans, tu as une nouvelle dette de 50 000 que tu t'y attendais pas, c'est grave. Merci de votre courage. Donc, si vous êtes propriétaire et ça vous rejoint, bien, sachez que vous avez quand même des droits. C'est long, mais au moins, vous avez des options. Donc, merci, Maître Maxime Miranda. Merci, ça fait 2 fois que tu viens avec moi les lundis à C'est ton droit pour parler de droit du logement. Donc, chez nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il va pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez apprécié l'épisode de C'est ton droit, vous pouvez les voir en reprise sur notre site c'esttondroit.ca où vous pouvez même remplir un formulaire pour partager votre expérience et peut-être même venir raconter votre histoire ici à notre émission. Et également, ils vont être en reprise sur les plateformes YouTube, Apple Podcasts, Spotify de Cube Radio. Donc, si vous avez des questions, nous contactez. On remercie les gens qui se sont présentés. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup à l'équipe technique de Cube et prenez des bonnes décisions et sachez que vous avez des droits. Il faut juste les connaître. Donc, bonne soirée. À la semaine prochaine. C'est ton droit vous est présenté par 1-855-MAître. Vos intérêts défendus d'une main de maître.